arrivé en retard pour ça. Je jouais à Crush Crush the the Castle. Castle ou Castle Crasher? Non, Crush the Castle Adventure Edition. Je ne connais pas. Qu'est-ce que cela est? Explique-nous. Ben, Crush the Castle, c'est tout simplement que t'as un trébuchet et t'as des châteaux faits en bois Ok. et en pierre, puis Un- tu t'amuses à Un les... peu Angry Birds, mais avec des roches et des trébuchets. Ouais, c'est ça. Je vois pas comment ça peut être. Trébuchet égale gagnant. Oui, effectivement. Donc, oui, ben, c'est ça. Philippe Jacques qui est là. Il y a Simon Boucher également, notre tentaculaire geek ici présent. Oui, effectivement. Et moi-même, à la salle des machines, qui tenterai de ne rien faire exploser pendant 7h30 de bonheur. Car je crois que nous sommes la seule station de radio qui fonctionne à la vapeur. Oui, on est les steampunk de la radio. Excellent. Awesome. Donc, peux-tu nous partir ça, Mikey? Parce que là, je serai l'heure de commencer, je pense. C'est maintenant l'heure de vous informer. Voici les Geektualités avec Simon Boucher. Avec moi. Oui, c'est moi. Donc, cette semaine, s'est passé quand même beaucoup de choses, n'est-ce pas, Un messieurs? événement Il y un petit peu gros, Oui. hein? On pourrait dire ça. Il y a comme un éléphant, non pas un éléphant, un kraken dans la pièce. Oui. Non, ben oui, il y en a beaucoup, même plusieurs. Je sais pas par lequel on pourrait commencer. On va commencer avec des petites nouvelles un petit peu plus de base. Ah, on va oui. commencer avec genre science, technologie et choses du genre. Et puis on va monter un petit peu parce que pour ceux-là qui ont peut-être pas compris encore, ben cette semaine c'était le Comic Con. Le cosplay con. Oui, le CosplayCon aussi, car ça, c'est très agréable. Oui. Mais je parle ici, bien sûr, du Comic-Con régulier. Mais on va commencer avec la technologie tout à fait standard. On va même commencer un petit peu d'histoire. De la technologie. Attends un peu. Je vais. Hein? Les Ça, Pokémon ne meurent c'est Pokémon technologique. Maintenant, technologie égale. Oh. Chronique. Effectivement. Gadget. Est-ce que ça fit, Simon? Ça fit! J'approuve. Fais ça fitter. Quel magicien ce Mikey. Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous vous rappelez d'une petite compagnie qui a eu un petit peu d'importance sur l'Internet? Ici, on parle de Netscape. Ah oui, Ouf. ben oui. Vous vous Tu rappelez vas, Netscape? chercher ça loin dans mes mémoires. OK. Parce que, en 1994, les employés de Netscape avaient fait quelque chose de quand même intéressant. Ils avaient installé une webcam live sur un aquarium de poissons. Là, ici, on parle de 1994, Internet un petit peu moins importante, un petit peu moins forte aussi. C'est une petite webcam noire et blanche sur un aquarium de poissons. Donc, sur les 5 internautes de l'époque, 2 amateurs de poissons pouvaient se donner à leur passion. Ouais. Donc, et ce qui est intéressant, c'est que malgré, bon, tout ce qui est arrivé à Netscape, la mort, la résurrection, la remort, la résurrection, etc., la webcam est toujours live. Je vais vous envoyer le lien un peu plus tard, mais oui, la webcam qui, depuis 1994, filme un aquarium de poissons est la deuxième plus vieille webcam qui n'a pas arrêté au monde. L'aquarium est le même, les poissons, eux, ont changé. Combien de Effectivement. poissons morts dans toute cette histoire? C'est une excellente question, et moi, ma vraie question, c'est quelle était la plus vieille webcam? Mais je n'ai pas réussi à trouver l'information. Mais nous avons quand même des webcams qui nous permettent de voir le présent avec les yeux du passé, parce que c'est probablement encore le même appareil qui filme. Hey, ça me fait penser à une autre nouvelle, Simon. Vas-y. Tu savais qu'il y a des scientifiques qui ont plugué une coquerelle sur Internet avec des microprocesseurs dans son cerveau. Bon. Et les internautes peuvent lui Contrôler la coque. contrôler la coquerelle à distance par Internet. Wow. Wow. Hey, là, je sors ça de nulle part, là, mais j'ai vu ça sur les interwebs à un moment donné. Donc, c'est très vague, mais je sais que ça existe. Ben, c'est quand même très bien. Mais on va rester encore dans la science. Qu'est-ce qu'il faut pour être un bon scientifique? Être fou. Ouais. Pas être dans GoldenEye, parce que sinon, t'as une time mine dans ta face. Puis un sarrau. Oui. Ben, moi, j'allais dire de la patience, mais vous avez toutes dit des bonnes réponses. Pourquoi? Parce qu'il y a des expériences qui sont plus longues que d'autres. Des scientifiques qui ont fait une expérience sur de la viscosité à partir de goudron. Donc, le goudron est une substance qui est quand même extrêmement visqueuse et qui s'écoule très lentement sous sa forme naturelle parce que elle a l'air solide, mais elle s'effondre lentement sur elle. Et puis donc, des scientifiques en ont mis dans un entonnoir au-dessus d'un bécher et ils ont calculé le temps que ça allait prendre pour la goutte à se former et à tomber dans un petit vase juste en dessous. Une seule goutte? Oui. Combien ça a pris de temps, étonne-moi?
Est-ce que vous voulez que je vous donne la date de départ puis je vous laisse faire les maths après? Wow! Ils ont installé ça en 1944. Ouais? La goutte vient de tomber, là. Oui, elle a pris environ 69 ans pour se former parce que bien sûr, il est tellement visqueux. Et dans le fond, ça a été fait au Trinity College à Dublin. Et puis, ça tombe comme un objet solide, mais c'est une goutte. Wow! La goutte la plus vieille du monde, plus vieille que la Deuxième Guerre mondiale. Aïe aïe. C'est 69 ans pour se former, mais elle tombe en un instant de quelques secondes parce qu'elle est lourde comme le péché. c'est comme un mandala de scientifique, finalement. Oui. Ah, les gars. OK. Simon, étonne-nous encore. Oui! On va parler d'une agence américaine qui sont extrêmement techno. Shield? Non, on parle ici de le EDA, le Economic Development Administration, donc le regroupement, l'administration pour le développement économique américaine, qui font partie bien sûr du département du commerce. Et puis, mais ils ont eu des petits problèmes il y a quelques mois. Ils se sont fait avertir par, bien sûr, des emails internes, par les groupes gouvernementaux, qu'il y avait présentement dans les réseaux des problèmes avec des virus et des choses comme ça. Donc, certains autres groupes ont simplement isolé leur réseau, ont fait le nettoyage. Après quelques jours, tout était complètement propre. Cependant, le ADA, lui, a pas compris. Il a complètement coupé tous ses réseaux du reste du monde, incluant ses emails, et puis même ça allait jusqu'au système de télécommunication parce que c'est du voice IP, fait qu'ils sont complètement coupés du monde par mégarde. Ensuite de ça, sont allés aussi loin que détruire et brûler des souris d'ordinateur pour essayer d'éliminer les virus. Ben là, Hein? ça se retrouve. Depuis quand qu'une souris d'ordinateur peut loger un virus? Ça inclut aussi des imprimantes, des caméras, des claviers. En détruisant tout ça, ils voulaient s'assurer qu'il n'y ait pas de virus qui puisse se répandre. Tu sais, je veux dire, il y a peut-être c'est comme des virus, je sais pas, la petite vérole dans des couvertures, ils se disaient que... La peste noire dans ta souris. Exactement. Si la souris est infectée, quand tu vas la brancher ailleurs, elle va infecter l'autre ordinateur. C'est ce qu'ils se sont dit. Finalement, après environ 3 millions de dollars de destruction, je pense qu'ils se sont fait avertir puis ils étaient obligés d'arrêter. Conseil de l'EDA. En cas de virus, C'est très pertinent comme conseil. oui. Oui, non, moi, je suis pas du tout pour ça, parce que brûler tout, c'est pas si agréable. D'ailleurs, que ça. Simon est un peu malade, fait qu'on va foutre le feu au studio. Oui. Honnêtement, je proposerais qu'on nuke Québec parce que j'ai une petite toux. C'est à peu près ça qu'ils ont fait, là. Hey, je sais pas si vous aviez vu, le 2 juillet, récemment, ça s'est beaucoup promené sur Internet, cette vidéo. C'était une fusée qui allait porter des satellites dans l'espace, qui, en plein milieu du décollage, a fait un 360 et a explosé. Oui, j'ai pas vu ça. Vous avez pas vu ça? Non, dans le fond, c'était une fusée du programme spatial russe. C'était une Proton M qui travaillait dans le fond des satellites de télécommunication, principalement pour le GPS. Puis est partie, comme je vous disais, le 2 juillet. Et puis a décollé. Elle est partie dans les airs, puis elle a explosé dans une grosse boule de feu massive après avoir fait une déviation de sa trajectoire qui pouvait seulement signifier que quelque chose allait extrêmement mal. Alors, elle explosait dans les airs, bien sûr. Oui, mais là, on a découvert pourquoi. Mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi cette explosion? Parce que les senseurs de la navette avaient été installés à l'envers. Parce que sur les senseurs, il y avait des petites flèches. Puis ils n'ont pas été alignés comme il faut avec les petites flèches qui devaient aller s'être installées. Fait que pour pas avoir suivi des petites flèches, on a une fusée d'une valeur inestimable, estimable plutôt, ainsi que plusieurs satellites de GPS qui ont explosé. Oui, parce que quelqu'un ne pouvait pas suivre la science des petites flèches. Oui, mais c'est des ingénieurs puis des mécaniques en aérospatial. Mikey, on y va pour un. C'est normal en Russie! Ici, bien sûr, Monsieur Jacques vient de faire une référence à What the Cut, une émission par Monsieur Antoine Daniel, disponible sur YouTube, avec les pires moments de l'Internet critiqués. Allez voir, je vous le recommande fortement. Abonnez-vous. Oui. Et partagez la vidéo! OK, donc... Parenthèse faite. Non, mais comme je disais, c'est des mécaniciens puis des ingénieurs en aérospatial. Ils ont pas juste ça à faire, s'occuper du sens des petites flèches. C'est des gens occupés. Ah, ça doit être le petit nouveau de la gang qui savait pas le sens d'une flèche.
Faut être nouveau dans l'humanité, faut venir de naître pour pas savoir le sens d'une flèche. C'est pas parce que t'es scientifique que t'es pas distrait. En fait, je pense même que c'est le contraire. Scientifique égale distrait. Normalement, ça donne place à des inventions inattendues et géniales, mais aussi des fois à des désastres incroyables. Moi, je dis que c'est Tourneslavski qui a travaillé sur cette le frère russe de Tournesol. C'est ça. C'est son copain Sildav. En Sildavie, oui. Oui. Exactement. Oui, excusez-moi. Bon, on peut passer à autre chose. On va rester encore dans la technologie parce que j'ai beaucoup de choses cette semaine. On avait sauté des choses dans les dernières semaines que j'avais toutes gardées dans un gros sac. Puis je suis comme le Père Noël des nouvelles louches. Hey, savez-vous que la Floride vient de bannir les ordinateurs? Quoi? Pourquoi? Ben oui, on va retourner au Moyen-Âge. C'est pas directement, mais cependant, bon, la Floride avait des gros problèmes. Dans les cafés Internet, les gens allaient là. Bon, la Floride, t'as pas le droit de faire du gambling. Aux États-Unis, dans plusieurs États, c'est interdit. Tu peux aller à certaines villes qui le permettent. C'est pour ça que les casinos sont tous à Las Vegas, des places comme ça, Atlantic City. C'est parce que ces villes-là le permettent. Et puis, bon, en Floride, ils ont pas vraiment le droit de faire, justement, les machines à sous pis ces choses-là. Fait que les gens allaient dans les cafés Internet et puis jouaient à du gambling online dans des sites de casinos en ligne, des choses comme ça. Oui. Et puis là, l'État de la Floride, trouvait, non, ça marche pas, c'est un fléau, il faut qu'on les arrête, pauvres personnes, il faut qu'on les sauve d'eux-mêmes. Donc, ils ont décidé de passer une loi. Sauf qu'ils n'ont pas été très clairs dans qu'est-ce qu'ils voulaient comme définition de machine à sous et choses comme ça. Et leur définition des appareils, bien sûr, qu'ils ont banni, c'était toute machine ou appareil ou système ou machine en réseau pouvant être connectée à un jeu de chance. Ben là. Donc ton iPod, donc ton téléphone intelligent, donc ton ordinateur. Donc Internet. Ouais, probablement ta Nintendo 3DS, si tu joues à un émulateur de Mario 2, puis à la fin t'as le genre de petite machine à sous pour avoir des vies, là. Ah, c'est dangereux, ça. Mais probablement ça rapporte juste à l'argent. Donc oui. Fait que pour une fois la Floride n'a pas été assez précise parce qu'ici on me rappelle bien sûr que il y a quelques années la Floride avait utilisé une phrase de pas loin de 100 mots pour pouvoir définir précisément le terme fesses. OK. T'as pas la phrase pour nous la lire, ça aurait été fantastique. Non, parce que, je veux dire, je peux pas tout vous dire ça. OK, on va faire une légère petite transition, si vous le voulez bien. On va aller... Non, on va finir dans la science, parce que ça a rapport avec la science. Okay. Maki, oui. C'est quoi ta série de films préférée? Ben, Retour vers le futur. Bon. Alors... T'es-tu au courant? Non, quoi? Hein? On peut aller dans le passé. Non, il va y avoir une suite. Michael J. Fox a joué par Justin Bieber. Non, c'est pas vrai. C'est une fausse rumeur qui est sur Internet, mais c'était vrai que les gens le disaient. Non, Lego s'apprête à sortir un kit Retour vers le futur. Wow, une DeLorean en Lego. Donc, ça inclut une DeLorean montable. Ouais, ça inclut légèrement carré. Doc et Marty en minifig. Incluant bien sûr un skateboard pour Marty. Le tout va bientôt être... Ils ont pas fait Jennifer en minifig. On s'en fout tout de Jennifer. Clara. Tous ces personnages mémorables. Oui, Jules et Verne avec ça. Ouais. Ben oui, pourquoi pas? Non, Einstein. OK. Bon, Simon, quand ça sera disponible? Je n'ai pas la date, mais ça devrait sortir bientôt et le tout, bien sûr, pour 55$, parce que les Lego, dès que tu mets une marque autre que le mot Lego dessus, ça coûte 4 fois le prix que ça devrait coûter. Donc, ça sera disponible dans le futur! Nom de Zeus! C'était pas prévu. Ouais. Wow, ok. Donc, timé, Mike. Ouais, je pense que j'ai fini de parler de technologie et de choses du genre. Bon, ben, on peut aller chanter. Ben, pas chanter. C'est pas nous autres qui va chanter, inquiétez-vous pas. La chanson de la semaine! Non, parce que si jamais nous chantons, probablement que l'antenne va faire un trou dans la terre pour aller se détruire elle-même au centre du magma. Donc, Monsieur Jacques, tu nous as apporté quelque chose, je crois? Oui, on s'en va tranquillement vers les infos du Comic-Con. Donc, j'y vais avec une chanson qui est en lien avec ça. C'est le thème de Batman de Danny Elfman. Alors, c'est excellent et on l'écoute présentement. Pourquoi le thème de Batman, ça n'a pas rapport à... Oh! Mais après ça, c'est quoi le prochain thème qu'on va jouer? Ça va être le thème de Superman? Tu verras bien. OK. J'ai des surprises. T'as vraiment des surprises. Chut.
Et voilà. Ouh. Oh! Failli se faire pogner les culottes baissées en pleine préparation de chronique Comic-Con. Nous nous préparons pas, nous sommes nés prêts, Monsieur Jacques. Ah, Acceptez ouais, cette ouais. vérité. Donc, avant la pause, on vous avait promis de vous parler un petit peu du Comic-Con. Je sais que vous en avez peut-être entendu ad nauseam, mais ce n'est pas grave, car nous allons continuer. Et nous autres, on n'en a pas parlé, donc Oui. ça n'est pas arrivé. Si on n'a pas parlé, c'est pas arrivé. Nous, on va commencer, par exemple, sur le point de vue un peu plus cinématographique du Comic-Con, parce qu'il y a eu de grosses annonces dans le monde du cinéma qui ont été faites. Et puis, je sais pas si Monsieur Mikey, vous pourriez nous amener ça d'un point de vue un peu cinématographique. Ben oui. Chronique Cinéma! La 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 la. Bon. Quelle symphonie. On va rester dans peut-être la thématique de la chanson de tantôt. Oui. Oui. Donc, tu vas nous parler de Batman. Oui, effectivement, parce que bon, tout le monde se demandait, il y a des rumeurs qui circulent depuis des siècles et des siècles. Qu'est-ce qui Quand s'en même. vient pour le futur de DC Comics? Marvel ont fait leurs Avengers. Ouais. Qu'est-ce que DC vont faire? Eh bien, ils ont annoncé quelque chose. Ben, Ils n'ont pas annoncé un titre de film, mais ils ont montré... c'est une série. Ils vont faire comme Marvel, puis faire un film pour chaque super-héros, puis après ça, faire un gros mash-up du Justice League. Tout ce qu'ils ont annoncé présentement, c'est un film Batman-Superman. Nom Oh, d'une association yes. longuement entendue. Batman. Oui. Donc, Wow. oui, Ça risque d'être intéressant. oui, c'est ça. Dans le fond, ils ont fait l'annonce en amenant un logo de Batman métallique avec le logo du Superman directement au centre. Fait que ça va dire, mais qu'est-ce qui s'en vient à ce moment-là? Vous autres, qu'est-ce que vous en pensez? C'est sûr que ce sera probablement pas Nolan qui va être là-dedans ou le Batman de... J'ai cru Ben, comprendre Moi, ça que- m'importe peu. Je dirais que l'important, ça va être bien un versus. Ça... Superman contre Batman. Non. Non, Non, ça ça se va être peut une pas. association. Non, mais il y a eu des comics là-dessus. Oui, ben il y en a tout le temps. Je veux dire, c'est deux pires égaux Parce quasiment qu'on- On va le dire bien franchement, Batman, autant on l'aime, autant il n'y a aucune chance. Exactement. À moins que tous ces batarangs soient recouverts de kryptonite verte. Oui, puis qu'il y a eu comme 4 ans de préparation. Ouais. Ouais, non. Alors, Moi, pas une bataille Batman-Superman, là, ça finira jamais. Non, c'est ça. Ben, ça va finir rapidement. Batman contre le Prédateur, par exemple. Maudit que j'aimerais ça. Oh oui, ce serait... Hey, vous trouvez quelque chose, là? Mais pour revenir à Batman, Superman, je sais pas comment ils vont amener ça. J'ai cru comprendre, des rumeurs veulent que ce soit Zack Snyder qui soit associé à ça, mais c'est des rumeurs. Bon. Zack Snyder, le gars de 300 et de Superman, donc. Mais étant donné qu'ils ont déjà amené le réaménagement, si je peux m'exprimer de même, Ouais. de Superman, puis que la trilogie de Nolan est terminée, ben il y a moyen d'amener Batman dans l'univers que Superman a été créé pour. Là. Donc, Ben, il faut voir un peu la trilogie de Nolan un peu dans l'univers de DC comme les films de Spider-Man faits par Fox dans l'univers de Marvel. Ils pourront pas amener c'est autre chose séparée. Là, ici, bien sûr que Spider-Man, c'est pour des raisons contractuelles, mais là, maintenant que la trilogie de Dark Knight est terminée, ils vont pouvoir redémarrer un peu Batman qui l'a ramené. Parce que ce sera pas le même Batman, là. La version, non, c'est la sûr. trilogie du Dark Mais- Knight, c'était très, très, très réaliste. Pas d'éléments complètement comme surnaturels, frivoles, science-fictionnesques trop. Parce que si on tenait compte, exemple, dans le dernier, Bane, c'est un luchador gigantesque pompé aux stéroïdes magiques. mais c'est- Tandis que là, dans la version, c'était tout simplement un gars avec un masque parce qu'il avait un problème de respiration, mais qui était complètement badass. Donc, Mais moi, qu'est-ce ce qui m'inquiète avec ça, c'est que Snyder est pas connu pour mettre beaucoup de contenu dans ses personnages, tandis que Nolan, lui, c'était totalement l'inverse. Il avait passé toute la trilogie du Dark Knight à développer justement la psychologie derrière les personnages, les méchants comme les bons. Là, on va ramener Batman à quelqu'un qui donne des coups de poing encore, puis qu'il fait des super beaux effets spéciaux, ça va être beau. Mais je sais pas, c'est peut-être pas lui non plus qui s'en occupe. Là. Non, il a servi à la présentation. Ils ont fait réciter à... Attendez, pardonnez-moi, je vais essayer de trouver la citation. Je l'avais avec moi. Il va ici. peut-être juste être producer aussi. moi, ce que je me demande, quel
super vilain va réussir à les réunir pour une cause commune? Ah, c'est une bonne question. Ouais. Je connais pas beaucoup l'univers d'ici, malheureusement. Là. Lex Luthor, le Joker qui s'associe peut-être, je sais pas. Ah, ça serait pas pire, ça. Ouais. Ça serait le fun. Mais je pense qu'ils vont avoir de la misère à ramener le Joker en film. Ouais. À cause de Ledger. Oui. Ah, j'avoue. Non seulement la performance était quand même remarquable, mais en plus il est décédé, donc ça serait comme un peu... c'est encore trop tôt, je trouve, pour ramener Joker. Ouais, Je pense que il y a DC... pas tant de nécromancie que ça dans l'univers de DC. Je pense que DC doit penser pareil un peu. C'est un sujet sensible. Mais de toute façon, regardez, il manque pas de personnages intéressants là. Tant que c'est pas juste un Lex Luthor frivole qui vole des gâteaux, ça devrait bien aller. Vous aviez vu le Lex Luthor qui vole des gâteaux? Non. C'était un livre pour enfants où il y avait des chiffres. C'est comme Simon, le roi de la tarte? Exactement. C'est un livre pour enfants. Dans le fond, 1, c'était un personnage de DC qui faisait une action à partir du chiffre 1. Et puis, à 10, c'était Lex Luthor qui tirait un chariot. Puis c'était Lex Luthor vole 10 gâteaux. Et puis sur le chariot, il y avait 10 gâteaux. Fait que ça pourrait apprendre les chiffres avec les personnages de DC Comics. Fait que c'est considéré comme probablement l'acte le plus maléfique de Lex Luthor dans tout l'univers de DC. Mais sinon, côté cinématographique, à quoi on peut s'attendre par rapport au San Diego Comic-Con? Oui, ben on va continuer. Les ennemis de DC, Marvel, eux, on va donner un petit peu plus de détails que mettre des logos qui se touchent, puis des gens qui font des citations du film The Dark Knight. Ils ont annoncé le titre du Avengers 2. Oui, oui. Vas-y. Avengers je sais 2, pas. Age of Ultron. Je ne connaissais pas Ultron. Je me suis renseigné ce matin. Il a tellement l'air machiavélique. Ultron, c'est dans le fond, c'est un robot, un androïde qui a été créé par, si ma mémoire est bonne, Pym, donc Ant-Man. Oui. Et puis, c'est une intelligence artificielle qui éventuellement est devenue folle et puissante et quasiment indestructible parce qu'il y a des backups partout dans l'univers, puis il peut se recréer et puis tout ça. Et c'est considéré comme un des plus puissants ennemis des Avengers. Ah. Donc, Ultron sera donc l'ennemi principal. Là, on se disait, tu sais, à la fin d'Avengers 1, Éric Lajoie était comme une petite fille sur son banc parce qu'il voyait Thanos dans la fin de Avengers 1. Eh bien, Thanos ne sera donc pas utilisé pour Avengers 2, du moins pas directement. Ça va être pour autre chose qu'on va aller un petit peu plus loin. Donc, ça ici, dans le fond, ça nous va s'il y a Ultron, ça nous confirme que Ant-Man va être dans le prochain Avengers. Ah, c'est le fun, ça. Il avait fait... le tech démo. Le tech démo, c'est le réalisateur derrière Shaun of the Dead, je pense qu'il avait réalisé ça. Je ne peux pas te dire, ça parlait Éric Lajoie pour te confirmer ça. Mais c'était assez intéressant. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Oui. Donc, et voilà. Donc, vous avez le prochain méchant du prochain Avengers. Parlant de Marvel, il y a eu une autre révélation pendant le Comic-Con. Il y a encore beaucoup de choses. Ouais, mais ils ont révélé le look des sentinelles de... Guardians of the Galaxy. Non? De X-Men Days of Future Past. Ah oui! Oui, ils ont fait une tête, une vraie sculpture, là. Ils ont exposé ça au Comic-Con. J'avais mis des photos sur le Facebook des Geeks Contre-Attaque. Alors, vous allez pouvoir aller voir ça. Et donc, est-ce qu'elle est proche du moi, je la trouve assez différente, mais c'est intéressant. C'est parce qu'on voit pas le reste du corps aussi, fait que c'est assez dur de tergiverser sur la question. Est-ce que c'est aussi mauve? Je m'en vais voir là. Oui, il y a du mauve. Il y a surtout un visage, beaucoup de vitres, beaucoup de verre. C'est intéressant. Tu vois que c'est un robot. J'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Oui, je l'ai ici devant moi. Oui, c'est un hybride entre effectivement le vert, le transparent puis le classique. Fait que on voit que les épaules ici sont effectivement mauves. Je vois que Mikey a quelque chose qui brûle tes lèvres. Le créateur des Sentinelles sera joué par Tyrone de Game of Thrones. Oh, oui. Intéressant. Oh oui. Donc, le petit personnage se munira d'une armure de géants, d'une armée de géants pour combattre les X-Men. Ça risque, oui, ça va être très... Dans Days of Future Past, j'ai vu des photos de production, là. On va voir quand même le vrai Magneto avec Patrick Stewart avec Ian McKellen. Il va y avoir un throwback vraiment vers les anciens films de X-Men. J'ai très hâte à ce film-là. Je suis curieux, effectivement, de voir ce qu'ils vont faire avec ça. Sinon, qu'est-ce qu'ils ont annoncé d'autre? Ils ont donné plus de détails un petit peu sur le Winter Soldier, prochain Capitaine America. Ceux qui ont vu le premier, ce qui est intéressant dans le premier, c'est que c'était un film d'époque. C'était un film style film d'action, Deuxième Guerre mondiale, un hybride Indiana Jones et super pouvoir. J'ai adoré pour ça. Le deuxième, dans le fond, ils ont confirmé quelque chose que je suis content qu'ils fassent parce que Capitaine America,
on se le cachera pas, c'est un personnage qui peut être un petit peu dol, parce que il est juste Monsieur Parfait. Mais là, ils vont l'amener côté film spy thriller d'espionnage. Oh. Super espion, fait que ça va être, ils ont confirmé qu'il y avait le Falcon, mais ça va être une grande partie, ça va être Captain America avec la morale parfaite et Black Widow à la morale de plus en plus douteuse, qui vont devoir faire un genre de thriller d'espionnage où tout le monde se ment, et il y a même des infiltrations d'espions à l'intérieur de S.H.I.E.L.D., Ça doit des choses être comme ça. inspiré des comic books présentement. Je pense que la trame narrative des comic books, ces temps-ci, il y avait montré au Captain America que le gouvernement lui mentait et il a comme perdu foi en l'Amérique. Donc le symbole de l'Amérique était comme plus capable de s'identifier à son pays. Donc ça y a quand même amené une nouvelle dimension. C'est intéressant. Ouais. Puis c'est au même moment que Superman s'est débarrassé de sa citoyenneté américaine, tu vois ça? On va mettre le lien sur la page Facebook des Geeks Contre-Attaque pour ceux qui veulent s'informer sur les autres films, parce qu'il y en a d'autres, dont Thanos qui sera introduit dans un autre film. Les Gardiens de la Galaxie. Exactement. Incluant un raton laveur avec un lance-roquette. Oui. J'ai rien d'autre à dire. Alors, parce que il faut qu'on aille à une pause, mais Oui. après la pause, on a une chronique, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait, et ça sera Gracieuseté de Philippe Jacques. Oh, excellent. Donc, on vous revient dans quelques instants. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici les Geeks Contre-Attaque! Et nous voici de retour de la pause. Donc, avant la pause, nous avions promis, même, je devrais dire, Monsieur Jacques avec une magnifique petite chronique. Mais avant que l'on commence, je voudrais vous parler du sujet qui intéresse le plus les geeks. Parlons un peu du bébé royal. Non, c'est pas vrai. Vas-y, commence la chronique. Ah, là, je suis tout déstabilisé. Le fond du baril scruté à la loupe. Voici notre pyrologue, Philippe Jacques! Ah, merci Mike de m'avoir remis sa traque, là. J'étais trop mêlé, Il n'y là. a pas de problème. Mais en parlant de pyrologie, on pourrait effectivement parler du bébé royal qui est en retard, mais nous ne le ferons pas. Bon, à place, on va jaser entre nous autres, les gars. Un sujet important, là, on y va complètement en freestyle. Fait que, Mike, starte-moi mon thème. Ils ont défié notre imagination. Ils nous ont marqués à vie. Ce sont des monuments incontournables du cinéma et ils font désormais partie de la pop culture moderne. Ce sont les blockbusters de notre jeunesse. Mais qui dit blockbuster dit suite. Et qui dit suite dit trop souvent navet de type abyssimal. Je les ai analysés sous ma loupe de pyrologue grâce à une équipe d'optométristes nains sous-payés et enfermés dans une boîte dans ma cave. Voici le top 10 des pires suites de films cultes jamais conçus. Parce que tout le monde sait que la suite, c'est le premier pas vers une spirale d'autodestruction qui mène au troisième, qui mène au quatrième, puis qui mène au direct en vidéo. Ah, sérieux, si je check un résumé vite fait sur ma liste, il y a beaucoup de 3. Mike, as-tu des thèmes de... Juste, ça se rend-tu jusqu'au top 10, nos petits thèmes? Ou tu m'improvises ça joyeusement? Non, ben c'est ça. Je peux faire numéro 10! On va y aller avec un ex-aequo. Oh! Tout de suite en partant. Ça commence mal. Oui. Alors, je l'ai mis en 10e sur ma liste. C'est The Lost World, Jurassic Park et Jurassic Park 3. Le 2 et le 3. Le 2 et le 3, parce que le 2, pour la simple unique raison, le 1 était-tu fantastique? Le 1 était-tu formidable? On est-tu allé le revoir en 3D? Oh oui! C'était-tu méga fantastique? J'ai-tu scrappé mon char parce que c'était trop awesome? Oui, parce qu'on était plus capable de se concentrer puis on est sorti de la route. Mais aussi, c'est le film que j'ai vu que le mieux vieilli. C'est incroyable. Continuons. Les effets spéciaux sont encore beaux d'ailleurs. Mais le 2 et le 3, eux. Le 2 et le 3. Le 2... Comment faire suite à ce succès incroyable? La magie est déjà un peu partie. Le premier est sorti en 93, Lost World en 97, donc 5 ans. c'est un bon 5 ans où
tous les films sont passés avec des effets spéciaux pratiquement live, comme on pourrait dire, avec des effets spéciaux digitaux. Donc, la nouveauté était déjà inexistante rendue là. En plus, c'est ça. Le niveau de fantastique, de découverte scientifique. Tu peux plus découvrir des dinosaures deux fois. Ça. Oui, non, Mike? puis moi, écoute, tout à fait pertinent ce que je vais dire. Je l'ai pas vu parce que déjà que le premier, oui, je l'ai aimé, mais en même temps, Quoi? Non, Brûler l'hérétique. Mauvais garçon! Schlap! Écoute, Va c'était... boucher directement, Mikey. Moi, à part le gros à lunettes qui se fait manger à la fin, là, j'ai pas embarqué. Ah, voyons. Mais bon. T'aurais dû aller le revoir avec nous au cinéma. Mais le deuxième a quand même des bons éléments. Je dois dire que la fin avec le T-Rex dans la ville, c'est un bel hommage à Godzilla, à peu près 1 an avant le désastreux film de Roland Emmerich, qu'on veut tout oublier. Fait que c'est quand même... Sauf qu'il est très loin du roman écrit par Crichton lui-même, qui s'appelle le même nom, Lost World, qui est un excellent roman aussi, pas aussi bon que le premier, mais je le recommande là, pour les fans de Jurassic Park. Bon. Pour le troisième, c'est là ça se gâte un peu, là. C'est un film d'action, carrément. Un film d'action un peu sans saveur, hein. On pitch les dinosaures, on pitch du monde dans l'île. Donc, Mike, je gage, t'as pas vu le 3 non plus. Ben non. Simon? Non. T'as pas vu le 3e Jurassic Park, pur. non? Bon, je suis tout seul à savoir de quoi je parle. C'est un peu Je pense qu'on va passer au prochain. Non, pas tout de suite. Non? Le 3, Okay. j'ai quelque chose à dire quand même. Le 3e est sorti en 2001. Et au début, on introduit un nouveau dinosaure qui est le Spinosaurus, qui est un peu plus gros que le T-Rex, avec une grosse voile sur le dos. Mais sauf que dans la réalité, on connaît la franchise Jurassic Park pour être assez précise sur les dinosaures. Plus maintenant. Non, c'est ça. Mais pour l'époque, le Spinosaure, c'est un mangeur de poissons. Et on en fait une machine à tuer incroyable dans ce film-là, tellement qu'il y a un combat entre le T-Rex et le Spinosaure dans la première demi-heure. Et bien sûr, le Spinosaure égorge le T-Rex. C'est ça. Ça fait mal. Quand tu tues ta vedette, parce que le T-Rex, c'était comme C'est le logo. C'est pas seulement le logo, c'est aussi un personnage. Il fait partie de la franchise. Donc, c'était peut-être pas une bonne idée. Puis les raptors communiquent entre eux. Et ils sont intelligents, ils font des pièges. Ils se textent. Quasiment. Donc, le scénario inexistant, les acteurs présents pour le chèque de paye, une franchise usée à cordes. C'est pour ça que j'ai confiance pour le 4. Ben non, la 4, ça s'en revient vers Pas de plume. Pas de plume, mais c'est pas grave. Il suffit sa franchise cinématographique. Il retourne sur Isla Nublar. Les dinosaures d'Isla Nublar n'avaient pas de plume à l'origine, donc c'est normal qu'il n'y en ait pas, Simon. C'est normal. OK. Bon, Maintenant. Fais-moi une petite suite. Numéro 9! Ah, quelle franchise. Une franchise de notre enfance qu'on a tous adoré, les gars, les Ninja Turtles. C'était fantastique. Ils nous ont donné 2 bons films. Le premier, qui était quand même bien. Le deuxième, qui était sur le bord d'être nanar, mais qui était toujours quand même bon. Même si ça contient du Vanilla Ice. C'est pas grave. C'est même en le réécoutant aujourd'hui, c'est un film qui est le fun à écouter justement à cause de ça. Un peu le côté kitsch. C'est purement 1991. Là. Ouais, c'est un film d'époque. C'est fluo Vanilla Ice Power. Exactement. Mais le troisième, est-ce que vous avez vu le troisième? Oui. Malheureusement pour vous. Donc, vous savez que nos tortues mutantes préférées trouvent une lanterne magique qui les transportera à l'époque des samouraïs. Ça les transporte ou ça les échange? Ça les échange. Oui, Et j'ai vu un extrait tantôt, puis parce que moi, j'ai pas revu le film. Ça échange des samouraïs d'époque et les Tortues Ninja. Les samouraïs viennent dans le New York moderne et font des choses comiques. Et les Tortues Ninja vont dans le passé et font des choses comiques, entre guillemets. J'ai pas revu ce film-là depuis que je l'ai vu au cinéma. Je t'explique, en 93. Donc, j'avais 12 ans. Je t'explique le contexte. Je m'en vais au cinéma de ma ville, Thetford Mines. C'était complet la première soirée, donc je me retourne chez nous quasiment en pleurant.
pour y retourner le lendemain, trouver un siège, être hyper excité, genre, what, je vais faire voir les Ninja Turtles 3! Et pour m'emmerder royalement pendant quoi, 1h30. Parce que, quand même, ça aurait été un bon scénario d'épisode pour le dessin animé, là. Ça durait une demi-heure, mettons. 20 minutes. Ça aurait fait un bon épisode, mais ça veut pas dire que ça fait un bon film. Ils ont tellement étiré à la sauce que ça donne de l'eau. Excellent. Puis c'est ça. Pourquoi avoir moi ce que je me demande, c'est il y avait tellement de possibilités à faire avec cette franchise-là. Pourquoi il aurait pu faire le Technodrome, la Dimension X, Name It, Ben oui. Krang, on l'avait pas vu encore, Bebop, Rocksteady, Name It. Mais non, il s'en va dans le Japon ancien pour rien faire. Ouais, c'est la vie. Ah, c'est triste. Maintenant, on est rendu au numéro 8! Comme un petit bonhomme de neige. Si je vous dis Alex Murphy, Robocop. eh oui, Robocop a fait 3 films, aussi une trilogie. Le 1 est bien sûr excellent. On se rappelle L'ultra-violence. de l'ultra-violence, le côté gore, le côté criminel de Détroit c'est bien Qui est en faillite maintenant. c'est ça. Ben d'ailleurs, il aurait besoin d'un Robocop pour les sauver, mais bon, ça c'est une Non, autre Robocop, histoire. il arrive pas avec de l'argent, il arrive avec un fusil dans sa cuisse. Dans le 2, c'était un vilain qui prenait possession d'un corps de robot et qui devait s'injecter une super drogue. Ouais. Puis ça le faisait devenir un peu débile, mais ça gardait quand même l'esprit de violence, l'esprit un peu over the top du premier Robocop. Ça en a fait une suite qui était moins bonne, mais quand même écoutable. Mais le 3. Le 3e, Jetpack. Jetpack, main interchangeable. Je Donc, pense qu'il est rendu là, c'est juste pour vendre des figurines. Ben, c'est justement, on a transformé Robocop d'un flic hyper violent à une figurine complètement PG-13. D'ailleurs, le prochain sera PG-13, ils ont confirmé. Ouais, mais à ce temps, ils ont trouvé, avec le temps, ils ont trouvé comme des moyens de contourner le PG-13 quand même, mais c'est pour une franchise Ouais, comme Robocop, c'est pas gagnant, là. Non. Donc, C'est ça, il se faisait ami avec une petite fille, puis... il combattait c'était- des ninjas. Oh non. Ah. OK, Ça fait mal. oublions cette horreur. Maintenant... Numéro 7! Les gars, vous vous souvenez toutes de 1999? Non. Je refous. La Matrice. Oh! Oui. On est tous allés au cinéma en s'attendant absolument à rien et on est sortis de là complètement sur le cul. Hein? Oui, Ça l'a forgé une Ça- génération. Ça l'a surpris. Sauf que on s'est dit hey, c'est excellent pour une suite. C'est tellement de bonnes promesses pour la suite dans ce film-là. Surtout que c'était supposément conçu en tant que trilogie. Supposément, mais Mais je les soupçonne parce Non. qu'avec Matrix Reloaded et Revolutions, les deux sont sortis en 2003, je les soupçonne vraiment de pas avoir prévu de suite dans l'original, mais ils ont écrit une suite pour faire vite fait, pour profiter de la chance, puis se mettre un petit peu de money dans les poches. Puis ce que ça a fait, c'est que les deux subséquents ont terni l'image du premier. C'est juste ça que ça a fait. Oui, les Wachowski ont laissé tomber les fans. Ils ont produit 2 suites pseudo-philosophiques qui cachent à peine, comme je l'ai dit, une pitoyable tentative de fouiller dans le portefeuille des fans. Là. Et ainsi qu'une scène de rave souterraine. Il y a des bonnes scènes, ouais, il y a des bonnes scènes, pas celle-là. Il y a des bons moments, les robots, c'est un peu comme les robots de Aliens, là, que tu t'envoies dans le robot puis tu peux gonner là, les machines. Là. Les exosquelettes. Ouais, quand il essaye d'envahir Zion. Ouais. Ça, c'était excellent. Mais à part ça, il y a d'autres scènes d'action à la fin dans Revolution, le combat final avec l'agent Smith qui est interminable. Puis les deux sont d'égale puissance, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt. Ça se fout des baffes, ça n'a pas de fin, ça détruit des bâtisses. Tristesse. Et il essaie de finir ça avec C'est une raté. question, sont-ils encore dans la matrice? Parce que Neo a des pouvoirs hors de la matrice, donc il est peut-être encore dans la matrice. On ne le saura jamais et on ne veut plus le savoir. Non. Bon, alors un petit dernier avant de la musique. Oui. C'est bon. Numéro 16! Ah, la série des Jaws. Hein? Le film de requin de Steven Spielberg de 75 a quand même... Condom. Ta-da-da.
Mais, oui. Ça a quand même créé le concept de blockbuster. Oui. Avant ça, ça existait, mais vraiment pas beaucoup. Ça a été le premier succès estival qui a engendré des recettes incroyables. Donc, ça a été aussi un des premiers à créer des suites pour le moins abominables. Il y en a eu une en 78, c'était Jaws 2. Et en 83, il y a eu Jaws 3D. Avec les techniques de 3D de l'époque, sérieusement, je vais vous mettre le trailer sur les Geeks Contre-Attaque. C'est pitoyable. On voit beaucoup les fonds bleus, les contours. Je pense que ça finit sur une passe où t'as deux personnes qui célèbrent leur victoire contre le requin dans l'eau et t'as deux dauphins qui sortent de chaque côté. Pour faire du 3D très cheap. Là, la seule chose, avec les suites de Jaws, faut qu'ils se dépêchent. Ils ont 2 ans pour se rendre jusqu'à Jaws 19 prévu par Retour vers le futur. Mais je voulais pas parler de Jaws 3D. Je voulais parler de Jaws The Revenge, qui est le 4e. Parce qu'après ça, fait exploser la gueule 3 fois déjà, le requin, il joue au stalker avec la famille de l'original pour se venger. Donc, eux autres, ils déménagent carrément d'endroit. Et le requin va les suivre afin de se venger sur eux autres. Il les appelle sous à 3 heures du matin, puis c'est... Ouais, les sextes. Ouais. Ils ont une injonction de la cour contre lui, puis toute la patente. Oh mon Dieu. Ah non, c'est... On apprend également qu'éperonner un requin avec un navire, ben ça le fait exploser. Hein? C'est tout à fait logique. Et là-dedans, il y a Michael Caine, qui est donc le nouveau Alfred dans la série de Nolan. Oui. Et il n'en a rien à foutre. Bon, c'est excellent. Comme beaucoup d'entre nous. Alors maintenant, ben c'est le temps de... La chanson de la semaine 2! Là, Mikey, je vais te prendre complètement par surprise parce que je t'ai demandé une chanson tantôt. Ben oui. Là, tu vas aller dans mon iPod. Je l'ai. Non, je veux l'autre. OK. Donc, tu vas faire une belle petite recherche. Ben oui. Tu vas me chercher le Spider-Man Medley Spider-Man de Epica. C'est sur leur album The Classical Conspiracy. Donc, on est dans les suites. Fait que Spider-Man a quand même fait une trilogie. Donc, on mélange ici le métal et le classique. Donc, on prend les thèmes de Spider-Man de Rémi et on rajoute un peu de métal à l'intérieur. Alors, Mike, est-ce que tu t'en sors? Je m'en viens. Je suis dans les S. En fait, moi, Et ça. t'es-tu dans les... Spider. Yes. Spider-Man Medley. Spider-Man Medley. Ben oui, mais starte-moi ça, mon Mike. Avec plaisir. Merci.
Ah, merci Mike. Donc c'était le Spider-Man Medley tel que on peut écouter ça sur l'album du groupe Epica, le Classical Conspiracy. Donc ils ont repris plusieurs thèmes de plusieurs autres films, c'est très intéressant. Et ceux qui ont entendu les applaudissements, bien sûr, c'était pour le retour des Geeks Contre-Attaque. Nous sommes bientôt, nous sommes rendus à la moitié de l'émission et nous étions en train de faire un top 10 des pires suites avec notre pyrologue, monsieur Philippe Jacques. Nous étions rendus à laquelle, monsieur Jacques? Numéro 5! Et voilà, Mike est très rapide sur Python et m'a battu en vitesse. C'est correct. Donc, Spider-Man, c'était pas innocent comme choix de chanson parce que on est rendu au numéro 5 et on y va avec Spider-Man 3. Ouh. Je ne pouvais pas passer à côté parce que Spider-Man, les Spider-Man de Sam Raimi, on a commencé ça en 2002. Il y a eu le deuxième en 2004. C'est des films qui ont eu beaucoup de succès et je pense que dans leur style de super-héros, Généralement bien aimé. Oui, controversé un peu chez certains fans, mais je te dirais que j'étais un gros fan de Spider-Man. J'ai surtout aimé le deuxième parce qu'il y avait comme une crise d'identité. Le Dr. Octopus était vraiment bien fait, oui. Bien joué. L'histoire générale était bien amenée. Mais ça s'est gâté avec le troisième parce que quand une mystérieuse comète tombe sur Terre et confère à Peter Parker un nouveau costume noir qui se révèle en fait être une entité extraterrestre. Donc en plus de combattre le Sandman, le nouveau Gobelin Vert et Venom, Spider-Man devra aussi subir un autre combat intérieur. Devenir emo. C'est ça. Mais tu savais que, dans le fond, ce film-là, c'était un compromis entre Raimi et Sony, qui détient les droits de cette franchise de Spider-Man. Pour 7 films. Oui. Donc, eux autres, ils voulaient quelque chose d'un peu plus kid-friendly, avec beaucoup de personnages, donc il va tirer des figurines. Il voulait surtout Venom, parce qu'il y avait eu un concours sur Internet pour savoir quel vilain les fans voulaient pour Spider-Man 3. Ouais. Venom a gagné haut la main. J'adore Venom, c'est un excellent méchant. Sauf que là, ils l'ont un petit peu mal amené. Il est très beau visuellement, il ressemble beaucoup au comic book, mais quand le gars qui le fait, Eddie Brock, c'est le gars de That 70 Show, ça cloche un petit peu, là, ça fait mal. Là. Ouais. C'est surtout coupable de verser dans l'excès trop de personnages, de situations en même temps. C'est comme une grosse pub de jouets. Vu que, en plus, Raimi déteste le concept de Venom. Lui, il voulait le Vulture ou quelque chose de plus classique. Donc, ça sent forcé, là, ce troisième-là. Ouais, parce que Venom n'est pas amené de manière personnage du tout. Là, on sait pas, on n'a pas entendu les motivations de Venom en tant que tel. C'est juste une bébite. C'est une bébite. Il est là pendant, si on fait le total, je suis pas mal sûr qu'il est là pendant 15 minutes. Puis à la fin, spoiler alert, et il s'est fait défaire de façon absolument stupide et un peu cloche comme fin. Mais bien dit. Il y avait aussi, c'était pour une ouverture pour faire des films séparés de Venom, des choses comme ça. Ça aurait été excellent. Mais c'était probablement, dans les rumeurs, un début aussi de l'apporter, c'était pour pouvoir l'utiliser dans autre chose s'ils le voulaient, ce qu'ils n'ont pas fait, bien sûr. Donc s'il n'y avait pas eu Venom, je pense que, parce que l'histoire du Sandman était très touchante, c'était bien amené, l'acteur qui le fait, est magistral. Le deuxième Gobelin Vert avec Harry Osborn, c'était un peu raté, je dirais, qui était un genre de surfer cool vêtu avec un masque de paintball. Sérieux, si on avait manqué le costume du premier Gobelin Vert, on a totalement passé à côté du deuxième. En tout cas. Une autre suite qui a fait très mal. Donc ça a tué la franchise, ça aussi, on peut le dire. Là. Bon. On peut passer à un autre. Oui. Voici. Si je vous dis chasse au trésor, nazi, fouet, vous me répondez? Trésor national. J'aime pas ta réponse, Simon. Moi, j'ai dit crâne de cristal. Ouais, non, t'as raison. Simon, laisse Nicolas Cage en dehors de ça. Donc, on parle de Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull. C'était le grand retour d'Indiana Jones en 2008. La série s'est terminée originalement avec La Dernière Croisade en 1989. Donc, ça faisait un bon bail. Et ça aurait dû rester comme ça. Oui, car c'était une très belle conclusion à la trilogie.
Le Dr. Jones est de retour dans cette suite. Il doit combattre des communistes et des extraterrestres pour récupérer un crâne de cristal mythique. Ainsi qu'un réfrigérateur indestructible. Ouais. Dans le film. Non, il paraît que tout le truc des extraterrestres... Indiana Jones, le processus créatif, c'est une chicane perpétuelle entre Lucas et puis... George Lucas et Steven Spielberg. Donc, Spielberg était tanné de se battre contre Lucas qui avait toutes des idées un peu folles. Fait que là, Lucas, il a dit, on met des extraterrestres. Puis là, Spielberg l'a laissé faire. Fait que ça a donné ce film semi-indigeste. Puis moi, ce que j'ai surtout aimé, c'est qu'ils ont fait une tentative de passer le flambeau d'Indiana Jones à Shia LaBeouf et que tout le monde a fait non merci. On veut pas. Puis en plus, si on se souvient des anciens Indiana Jones, ça souffre un peu du même problème que Robocop, en ce sens que les anciens Indiana Jones étaient, oui, fantaisistes, mais il y avait beaucoup de violence visuelle, de destruction d'humains, si on veut dire, et de cœurs arrachés qui bat encore. Oui, et de meurtre direct d'Indiana Jones. Là. Indiana Jones, c'est pas un tendre là-dedans, c'est comme un Han Solo. Là. Oh, mais là, on a essayé de nous faire dire que Greedo shot first, mais dans Indiana Jones, là, on l'a rendu un gentil grand-père qui est pogné dans une situation. Donc, je pense qu'il y a un seul meurtre direct par Indiana Jones dans ce film-là. Et la violence visuelle est beaucoup plus PG-13, il faut le dire. C'est de la comédie! Oui, et en plus, la science-fiction et Indiana Jones, ça ne se mixe pas ensemble. Au retour de la pause, encore d'autres séquelles. Il nous reste quoi, le 3? Il en reste 3. Le top 3. Encore une fois. Voici le Geek contre-attaque! Et nous voilà de retour pour la dernière demi-heure des Geeks contre-attaque. Donc, Monsieur Jacques, notre pyrologue, il nous restait le terrible top 3 des suites de films qui n'auraient jamais dû exister! Pas juste Mikey qui peut faire des voix. Ben non, je ne pouvais pas passer à côté, les gars. Je vous donne un indice. Ça s'appelle Bat Nipple. Ah, ben oui. Batman et Robin. Oui. La suite de 1997 à Batman Forever, qui est sorti en 95, qui lui était supposément une suite de Batman Returns. Discutable, puisque Joel Schumacher, le réalisateur, a passé complètement dans le campy. On est passé de super dark gothique à une ambiance vraiment lourde à... Par les gothiques, tu veux dire celui-là de Burton? Oui, c'est ça. De complètement frivole. Ça passait quand même bien grâce à Jim Carrey dans Batman Forever. Il y avait une bonne chimie sur le set. Val Kilmer était peut-être pas un bon Batman en général, mais bon. Comparé à George Clooney et dans Batman et Robin, c'est un peu raté. Ce que je retiens, Bat carte de crédit. Bat credit card. Ouais, effectivement. Ouais. On retient aussi un Arnold Schwarzenegger en Mr. Freeze qui n'arrête pas de cabotiner d'une façon perpétuelle et incroyable. Il fait toujours des références à la glace. Donc, en anglais, ça donne « Nice to see you ». Des choses comme ça. Là, il nous avait interdit, bien sûr, on avait Batgirl. Oui, dans Batgirl, c'est dans celui-là qu'elle est introduite dans la franchise. On était à quelques pas qui nous rajoute une fille Robin pour pouvoir vendre encore plus de jouets, là. Ah oui. Mais en plus, tu fais la version cinématographique de la série des années 60 avec Adam West. C'était un petit peu clumsy, si on pourrait dire. En tout cas, si vous l'avez pas vu... Ça incluait aussi Bane. Oui, Bane, qui est tu l'avais dit tantôt que c'était un gros luchador boosté aux stéroïdes. Dans celui-là, c'est purement ça. C'est le poison maléfique de Poison Ivy. C'est vrai, il y a Poison Ivy là-dedans aussi qui est joué par Uma Thurman. Merci Mikey. Mais si vous l'avez pas vu, sérieusement, je vous le conseille parce que c'est un excellent nanar. Il s'écoute très bien. Il est tellement fromagé, si on pourrait dire. Un nanar à grand budget.
Oui, que ça en devient quand même plaisant. C'est un peu gênant quand même, mais bon, ça s'écoute bien. Faut quand même spécifier que ce film-là, dans la pré-production du film, les compagnies de jouets étaient impliquées. Ouais, c'est donne toujours ce que une ça mauvaise donne. recette. C'est là. toujours un mauvais Ça signe. donne tout le temps comme Robocop 3. Possiblement. Numéro 2! Là, vous allez vous poser des questions. Je me pose pas de questions. Je suis très Parce zen. qu'en numéro 2, j'ai placé Star Wars, épisode 1, la menace fantôme. Oh mon Vous allez vous demander qu'est-ce qui peut être pire que ça. Oh, parce il y a que tellement de choses qui vont ce être pires film, que ça. il nous promettait le rêve de tout fan de Star Wars, d'évoluer, découvrir les origines d'Anakin Skywalker, le futur Darth Vader, mais malheureusement, ces aventures-là sont pas mal plates et contiennent un peu trop de Jar Jar Binks à mon goût. Ça semblait prometteur sur papier, mais c'est vraiment pour une attente de fans vraiment surexcités de 15 ans. C'est assez décevant. D'ailleurs, moi puis Simon, on est allé le revoir aussi au cinéma En 3D. Et force est d'admettre que des personnages unidimensionnels en 3D, ça reste. Des personnages Ça reste plate. unidimensionnels. Ouais, c'est ça. Il y a quand même des bonnes passes. La pod race, c'est quand Non. même intéressante. Mais c'est pour ça que sur papier c'était bon. Parce que c'était des personnages unidimensionnels. Mais Et voilà. le combat final avec Qui-Gon, Qui-Gon Jinn. Obi-Wan Oui. et Darth Maul, ce personnage sous-utilisé, était quand même excellente. En 3D, c'est la partie que j'ai préférée, mais quand même, de la politique, de l'espace, même en 3D, les enfants n'en raffolent Non. pas. La seule manière de bien faire de la politique de l'espace, là, c'est en série télé. Deep Space Nine l'a bien fait. Plusieurs Oui, autres c'est vrai. séries de vaisseaux spatials l'ont très bien fait, mais Mais le problème ici, c'est qu'on voulait viser particulièrement les enfants. ouais. Donc, tu vises les enfants, tu mets des pod race, tu mets des combats de Jedi, ça c'est beau, ça va. Mais la politique spatiale, c'est une trame narrative Et très très peu Et t'enlèves tout le intéressante. côté, les Star Wars, c'est des western samouraïs magiques. Ouais. Puis t'enlèves tout ça en expliquant ça parce que t'as des genres de cellules parasites dans ton corps qui te donnent une connexion vers la force. Beaucoup trop d'explications Non. inutiles Les premiers dans Star un Wars- film qui en demandait pas. C'est ça, les trois premiers, il y a pas d'explication. C'est là parce que c'est là, puis ça s'assume. Là, ça vient justifier le reste. Non. Mais non, d'ailleurs, non. c'est comme Star Wars, c'est pas Star Trek. C'est ça la différence entre les deux. Dans Star Wars, on sait pas comment ça marche. On sait pas comment la Force marche. On sait pas comment le X-Wing, l'Hyperdrive marche. On sait pas comment tout marche. C'est juste que ça, c'est quoi que ça fait, C'est puis ça là, le fait bien. c'est là puis ça le fait. Tandis que dans Star Trek, il y a beaucoup de Babble. techno-babble. Donc non, essayer de faire ça dans Star Wars, ça fonctionnait très peu bien. On espère seulement que J.J. Abrams, qui est maintenant attaché à Star Trek et Star Wars, va ramener ça dans le dans le droit chemin. Oui. Et qu'est-ce que tu nous gardes pour la fin? Parce que là, j'ai peur. Là. Maintenant que t'as parlé de la menace fantôme. J'ai peur, moi aussi. Il y a un petit film en 94 qui est sorti, qui a pris tout le monde par surprise, avec un Jim Carrey qui n'était pas connu. C'est ce que je C'était, pense. Le Masque, qui était un film assez incroyable où ce que un espèce de loser trouvait un masque qui le rendait Oh complètement non. comique, Oui. loufoque. C'était bon. C'était très bon. C'était cheesy, il y avait des références aux dessins animés Tex Avery, des choses comme ça. Oui, c'était cartoonesque. C'était cartoonesque. L'éveil de mon adolescence a d'ailleurs été créé avec ce film-là et l'introduction de Cameron Diaz. Oui, Ah, elle c'était était belle à un l'époque. excellent, Elle c'était était un, encore belle, un mais bon était- divertissement. Mais ils ont fait une suite de ça, je sais de quoi tu vas parler. Mais qu'est-ce que c'est quoi la suite de ça? Vas-y. OK. Avant de le dire, je dois dire que le Masque, qui ne suivait vraiment pas la prémisse violente et dark des comics, celui avec Jim Carrey fonctionnait quand même. OK, parce que ça vient d'une série de comics assez violente. Oui, assez underground d'ailleurs, Wow. qui est pas beaucoup connu. Peut-être je vais en poster quelques extraits Oui, pour le ce serait plaisir de bien. la chose. Mais on a fait une suite en 2005 qui s'appelle Son of the Mask, où Odin envoie son fils Loki récupérer le masque porté par Carrey dans l'original, mais il se trouve qu'un chien et un bébé l'ont trouvé par erreur avant lui.
Le chien, c'est-tu au moins le chien du premier? Est-ce que c'est Il Milo? ressemble. Ok. Mais je sais pas s'il s'appelle Milo, mais c'est la même race de chien. C'est-tu le fils de Jim Carrey et de... Non? Non, on a remplacé Jim Carrey par quelqu'un d'autre, et ce quelqu'un d'autre-là est joué par Jamie Kennedy. Jamie Kennedy, qui est un humoriste très controversé aux États-Unis. D'ailleurs, je sais pas si tu le savais, Simon, car ta compagnie parente Activision est un peu touchée à cause de Jamie Kennedy. En 2006, je crois, il a fait une présentation au E3. Il était arrivé sur stage complètement sous. Ah oui, ça. Et il s'est mis à rire des geeks, à dire qu'on était des freaks qui restaient dans la cave de leur mère, qu'on était des idiots mésadaptés dans une conférence remplie de geeks. Je dois te garantir qu'il s'est pas fait aimer puis qu'il y a eu un backlash incroyable sur Internet. Donc, ce gars-là, c'est pas bon. Tu le mets dans un film en plus avec un bébé et un chien en 3D qui font des grimaces. Ah, mais là, ils ont enlevé le petit côté un peu humour adulte qu'il y avait quand même dans le premier, puis ils l'ont complètement envoyé vers un film pour enfants. Famille louche. Là. Oui, en plus, les maquillages qui, dans le premier, étaient quand même bizarres. Quand même, Jim Carrey avec une face verte. Mais ça passait bien quand même. Tandis que là, on a mis les couleurs à... la saturation des couleurs est au maximum et la caoutchoutosité des maquillages est vraiment affreuse. Là. Je sais pas si vous avez vu, il y a un clip de Primus où ils sont tous déguisés en figurines en plastique. Je dirais que le maquillage ressemble beaucoup à ça et c'est pitoyable. Je tiens à spécifier qu'il y a quand même 2.1 sur 10 sur IMDb. Il y a beaucoup aussi de... Tous les comédiens surjouent. Que ce soit Kennedy, qui est un mauvais comédien, ou les bons comédiens comme Alan Cumming, qui jouait Loki, ouais. Ouais, qui jouait Loki et qui jouait aussi Boris dans GoldenEye, par exemple, entre autres. Troisième référence à GoldenEye. Oui, ça fait plaisir. Tout le monde surjoue et il y a vraiment pas de balance, si on veut. Il y a beaucoup de gros plans rapprochés. On veut que ce soit drôle. On met la face de l'acteur en gros plan qui fait des grimaces. Ça fonctionne pas, désolé. Je me suis endormi 2 fois ce film-là en essayant de l'écouter. Peut-être si t'as 4 ans, puis tu regardes la télé, puis tu vois ça, tu trouves ça drôle, mais c'est juste... Un bon nanar, c'est du plaisir, c'est le fun à regarder, mais ici, c'est pas le cas. C'est même pas un nanar dans le fond, c'est carrément un navet. Ouais. J'avais pas le choix de le mettre en numéro 1 pour tous ces facteurs-là, parce que on peut parler en riant de Star Wars épisode 1, on peut parler en riant de Batman et Robin, et etc. Mais Son of the Mask, désolé, c'est honteux. D'ailleurs, je peux juste spécifier que sur l'affiche, ils mettent quand même de façon prédominante par le directeur de Chat et Chien. La crédibilité à l'appel. D'ailleurs, avant l'émission, chers auditeurs, lorsque Philippe m'a dit son thème de chronique, je lui ai répondu « J'espère que t'as inclus le fils du masque là-dedans » et je suis comblé puisque c'est son numéro 1. Ben, ça me fait plaisir, excellent. Mike. Donc, on va aller se laver le cerveau avec une dernière petite pièce musicale encore sélectionnée par toi, Philippe. Qu'est-ce que tu nous as choisi cette fois-ci? Ah oui, t'as pas étalé, mais avant, on saute des étapes. La chanson de la semaine 3! Trop de protocoles. Je me suis laissé emporter. Je mets souvent du métal à l'émission. Je me suis dit, là, ils vont penser que j'écoute à rien d'autre, ce qui est pas loin de la vérité. Mais je vous ai amené quelque chose qui me revient à mes origines dans le temps qu'aller dans un rave, c'était encore underground. Donc, du techno. C'est une version d'une chanson des Cités d'Or qui s'appelle Les Dieux Incas. C'est sur un album fait par un Français qui s'appelle Yannick Rowe. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a repris tous les thèmes des Cités d'Or, tous les thèmes qu'on entend musicales, il les a refaits avec un clavier, des guitares, etc. C'est très bien fait. C'est un album qui s'appelle Les Mystérieuses Cités d'Or, volume 1. Et cette pièce particulière a été remixée par Bart. Donc, au XVIe siècle, les 4 coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau Monde. À bord de ces navires, des hommes avides de rêves, d'aventures et d'espace. Qui n'a jamais souhaité voir le soleil souverain guider ses pas vers la richesse et l'histoire des mystérieuses cités d'or?
Ho, ho, ho! Hey, Nous c'est- n'étions plus dans les parages! Mais Hey, avez-vous sorti vos lightsticks en bambou, les gars? Oui, complètement. Donc, c'était le dieu Inca de Yannick Rowe, remixé par Bart sur voilà, l'album des Mystérieusités d'or. Philippe, tu m'étonnes parce que justement, je croyais, moi je me disais en prenant ma douche un matin, Philippe, il écoute juste du métal. Oui, mais je suis diversifié dans mon métal, au moins, là. Oui, effectivement. Mais tu n'as que des t-shirts noirs. Donc, Parlant de choses diaboliques, Oui. on va amorcer. Chronique jeux vidéo! Il te reste juste 3 vies dans ton Mario Bros. Ouais, mais je fais le truc des 100 vies à chaque début d'émission pour être sûr d'en avoir assez. Donc, ok, c'est bon. C'est ça. Donc, hey, c'est gracieuseté de moi-même. Parce que oui, je ne... Je te laisse aller faire ta chronique jeux vidéo. Ben Je oui. vais t'aider par la bande. Écoutez, c'est très rare que je m'achète des jeux vidéo. Le dernier, avant celui dont je vais vous parler, c'était Fallout New Vegas. Étant donné que je laisse cette chronique-là à Éric Lajoie, puisqu'il il est l'expert des vieilles nouvelles. Je pense qu'il y a que tu une menacerais- décennie d'heures de jeu dans ce jeu-là. Il te menacerait encore de mort si tu ferais une chronique là-dessus. C'est ça, donc je me passerai de Encore? ça. Oui. Par contre, je suis vendu à certaines franchises et une en particulier, c'est Devil May Cry. Le diable peut pleurer. Diable peut bien pleurer parce que bon, pour vous faire un résumé, c'est un reboot en fait de la franchise parce que avant, les éléments clés se retrouvent quand même dans ce jeu-là. Il y a Dante, fils de Sparda, qui est un démon. Mais il n'est pas qu'un démon dans cette revisitation de cette franchise puisque il a maintenant une mère angélique. C'était un enfant bâtard hybride entre oui. le bien et le mal. Qu'on appelle plus précisément un néphilim. Ah bon, terme technique. Ben oui, ce qui fait en sorte que Dante ne se retrouve pas qu'avec des pouvoirs démoniaques dans cet installement, ce que je trouve vraiment délicieux parce que ça amène une diversité d'armes qu'on n'avait pas dans les autres. En tout cas, arrêtez-moi si je me trompe. Mike, moi je connais pas la série. Et c'est le combienième dans la série de Devil May Cry? C'est le premier d'une nouvelle série. Auparavant, il y en avait eu 3. Ah, ok. Donc, Ça a commencé au PS2. PlayStation 2. PS2 vers Ok. PS3, ouais. Exactement. Maintenant, c'est disponible sur PS3, Xbox 360 et sur PC. Je joue moi-même à la version PC. Ce que j'ai à dire de point négatif, en premier lieu, c'est que c'est un peu saccadé. Et Ouais. sur le PC et sur la PS3. Ça, c'est parce que tu joues sur le PC à Éric Lajoie, ça. Non, ça part pas sur le PC que je vois. Mais c'est Capcom qui font bien sûr. En passant, c'est le 5e Devil May Cry, on va dire ça au clair. OK. 1 et 2 étaient sur le PS2. Le 3 était PS2 PC. Et puis finalement, le 4 était PS3 360 PC. D'accord. Là, oui. Je n'ai jamais joué au 4. Hey, Mikey, tu devrais te faire un hot geek à toi-même. Ah non, moi je me fais pas d'out-geek. Je suis in-out-geekable. Parce que c'est moi qui ai les thèmes. Moi aussi, j'ai joué un petit peu à celui-ci parce que j'avais le 2 à la maison. J'ai jamais été capable de rentrer dans un Devil May Cry, en tout cas dans la quadrilogie originale. Là, il y a des gens qui vont me détester parce que le gros point de contention avec le nouveau, c'est le nouveau look du personnage principal, Oui. Dante, qui est passé d'un dude avec les cheveux blancs dans un trench coat rouge à quelqu'un qui a l'air Quand de même. sortir d'un show de punk des années 90. Mais il me fait penser un peu à un protagoniste de Surnaturel, tu sais, la série Supernatural. Mais moi, j'ai jamais été capable d'embarquer justement dans les anciens à cause du look de Dante des vieux. Il me dégoûtait et me donnait pas envie de jouer au jeu complètement. Je perdais le jeu, je le regardais et c'est comme non, je ne tente plus de jouer. D'ailleurs, il y a un clin d'œil assez plaisant dans la première mission où Dante se ramasse entre deux combats avec une vadrouille blanche sur la tête et il passe devant un miroir, il se regarde. No way! Il l'enlève puis il repart. Mais chose intéressante, lorsque Dante est affublé de ses pouvoirs démoniaques, quand il peut se mettre en démon pur et simple et que tous les ennemis revolent et c'est fantastique, il vient avec une petite tache blanche dans les cheveux. Ça porte à croire que son frère jumeau
et Virgil, qui est dans tous les autres Devil May Cry, lui est resté avec les cheveux blancs. Ce qui donne à penser que peut-être lorsqu'on est pur démon, on a les cheveux blancs sous forme humaine. Mais bon, ça, c'est de la mythologie. Ce qui m'a frappé dans ce jeu-là, c'est vraiment les environnements. Les environnements qui sont, parce que Dante passe du monde des humains au monde, au limbe finalement. Et lorsque ça passe dans les limbes, tout se transforme et se reconstruit, mais d'une manière vraiment, c'est un autre univers là, qu'on voit. On est dans un monde un peu contrôlé par Big Brother, si on peut remettre un peu le lien 1984, où des corporations de démons donnent des breuvages qui stupidisent l'humanité pour les garder contrôlés, et puis grâce à la télévision et aux médias, gardent l'humain tel que des moutons dans un enclos. Et puis lorsque tu voyages entre les deux mondes, tu vois les machinations des démons sur leurs formes les plus pures, des caméras de surveillance qui sont des créatures avec des longues pattes d'araignée, des choses comme ça. Donc c'est quand même visuellement le jeu est incroyablement bien pensé et créatif là-dessus. Oui, effectivement. Et chose qui m'accroche sur ces jeux-là, c'est que contrairement à d'autres hack and slash tels God of War, tu as des notes à la fin de chaque niveau et tes notes sont c'est un classique de jeu japonais. Oui, c'est ça. C'est un classique du jeu japonais et c'est des notes de style finalement. Plus tu tues tes ennemis de façon artistique et sauvage, plus tu te retrouves avec des points. Oui, variés. Comme dans Carmageddon, bonus for artistic impression. Ouais, mais moi là, tu faisais juste étendre du sang avec tes roues, c'est pas exactement la même manière. Faut dire que t'as quoi, 7 armes différentes. J'ai joué jusqu'à temps d'avoir toutes ces armes-là et de faire le niveau par la suite qui donne le plein pouvoir à toutes ces armes-là. Tu peux toutes les utiliser et te faire du fun juste à battre des démons et c'est oui, je vous le recommande fortement pour tous les amateurs de jeux d'action. D'ailleurs, il y a un petit site sur lequel on va pour acheter des jeux qui va bientôt finir sa vente, Simon. Oui, ben on a encore jusqu'au 22. Donc, on a encore quelques jours. Je veux juste rappeler que la vente sur Steam est toujours en cours. Donc, si vous voulez des jeux PC pas trop chers, c'est le moment ou jamais de regarder ça aussi. De se faire ruiner le portefeuille par cette compagnie. J'ai réussi à dépenser que 2,50 $. Fait que je me suis bien sorti cette année. J'en ai acheté 2. J'ai acheté Batman Arkham City, que j'ai pas encore joué. Et je suis un gros fan de ID Software. J'ai joué à tout le jeu. Donc, j'ai acheté Rage aussi. Il paraît qu'il est pas si bon, mais... Juste pour trouver les scènes. Il y a des tableaux. Les scènes de Doom et de Quake ouais, les tableaux classiques qui sont cachés. Juste pour l'essayer. Au pire, si c'est pas bon, ben, exactement. Alors maintenant, étant donné que j'ai parlé de Devil May Cry, moi, j'arrête l'émission. Je suis tanné, je m'en vais retourner chez moi, jouer à Devil May Cry. Bon, mais c'est correct, donc, on va aller profiter nous du beau temps. Donc les geeks, on va vous revenir la semaine prochaine. Éric Lajoie sera à la barre et je devrais être présent si tout va bien moi aussi. Donc Monsieur Jacques, merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Monsieur Mikey, merci d'être avec nous. Aucun problème. Mon nom est Simon Boucher et je vous dis à la semaine prochaine et salut les geeks. Trouble, 'cause we're gonna steal your air. 'Cause what you got is what you need, and all we do is dirty deed. We're the baseball. Watch out, we're the baseball. We're the masters of space. Don't mess around. With the baseball. Ha 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 ha!